Si vous pensez vivre dans un monde où l'on gagne en étant bon, honnête et travailleur, je suis désolé de vous annoncer que vous êtes sur le point d'affronter une vérité dérangeante et que vous ne pourrez peut-être plus jamais regarder le monde de la même manière. Un jeu se déroule en permanence, silencieux, invisible, implacable. Un jeu qui n'apparaît ni dans les manuels scolaires, ni dans les conseils bienveillants de vos parents, et certainement pas dans les phrases toutes faites que vous lisez sur les réseaux sociaux, sur la gratitude, la gentillesse et la foi en l'univers. Le jeu du pouvoir n'a pas sa place pour ceux qui vivent dans l'illusion. Ceux qui n'en comprennent pas les règles deviennent simplement des pièces sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Et voici le détail le plus cruel de tous. Peu importe que vous choisissiez de ne pas jouer, car à ce jeu, même ceux qui ne jouent pas sont manipulés. Choisir la neutralité ne vous met pas hors jeu. Cela vous met simplement dans la position de quelqu'un manipulé, contrôlé, utilisé et souvent rejeté sans même vous en rendre compte. Et peut-être n'en avez-vous même pas conscience, mais les fois où vous avez été ignoré, trahi, boycotté ou sous-estimé, ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des gestes précis, exécutés par quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, comprend les lois cachées qui régissent les relations humaines. Pouvoir, manipulation, influence, contrôle, des mots qui effraient les faibles, mais qui libèrent les lucides. Car tandis que la majorité vit anesthésiée par des idées romantiques sur la justice et la méritocratie, une minorité silencieuse domine, contrôle et gouverne en coulisses, dans les affaires, en politique, dans les relations sociales, dans les mariages, dans les amitiés, sur le marché, dans la culture, et oui, même dans votre propre vie, alors que vous pensez que tout est une question de chance, de hasard ou de mauvaise foi. La question qui demeure est simple, brutale et incontournable. Voulez-vous continuer à être une pièce mue par les mains du joueur, ou allez-vous enfin apprendre à jouer? Car une fois que vous comprenez ces lois, une fois que vous voyez les mécanismes invisibles qui régissent la nature humaine, il n'y a plus moyen de les ignorer. Vous vous réveillez, vous réalisez, vous comprenez. Et à partir de ce moment, le jeu change, pour toujours. Alors, préparez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas un manuel du mal. C'est une carte des coulisses de l'esprit humain, tirée des enseignements les plus brutaux de Nicolas Machiavel, auxquels s'ajoute la précision chirurgicale des 48 lois du pouvoir. Et tout commence, maintenant. Dans le jeu du pouvoir, la première règle est claire, brutale et implacable. Ne jamais faire de l'ombre aux maîtres. Peu de choses génèrent autant d'inconfort, d'insécurité et, par conséquent, de destruction silencieuse que de faire sentir à ses supérieurs qu'ils sont inférieurs. La vanité humaine est, de toutes les faiblesses, la plus sensible. Et lorsqu'elle est blessée, elle se transforme en une lame acérée, sans prévenir. L'erreur de ceux qui croient que leur talent parlera de lui-même est précisément de ne pas comprendre que le talent, lorsqu'il brille trop fort, devient une menace. Le maître, le patron, le leader, le supérieur, quel que soit le nom qu'on lui donne, doit avant tout croire qu'il a le contrôle, qu'il est supérieur, que sa lumière ne sera jamais surpassée. Machiavel avait déjà prévenu. Le prince peut pardonner les erreurs, les échecs, les faux pas, mais il ne pardonnera jamais à ceux qui, même involontairement, le rabaissent aux yeux des autres. Et ce n'est pas que de la théorie. L'histoire regorge d'exemples. Galilée, en présentant ses découvertes révolutionnaires qui placèrent le Soleil, et non la Terre, au centre de l'univers, aurait pu être détruit par l'Église. Et peut-être l'aurait-il été s'il n'avait pas eu le génie machiavélique de dédier son œuvre au pape lui-même, louant sa sagesse. Il a transformé un affront en révérence. Il a compris que, dans le jeu du pouvoir, on ne se confronte pas au Soleil. On ne cherche pas à briller plus fort que lui. La stratégie intelligente consiste à être comme la Lune. Elle reflète la lumière du Soleil, illumine la nuit, enchante, mais ne rivalise jamais. Il existe cependant une exception. Si votre maître est déjà une étoile filante, s'il est faible, discrédité, sur le point de tomber, alors hésiter est la pire des erreurs. Dans ce scénario, ceux qui n'ont pas le courage de se surpasser sont entraînés dans la chute. Et si le maître peut être une menace, la question est inévitable. À qui peut-on faire confiance? La réponse, malheureusement, est aussi inconfortable que nécessaire. Ne faites pas trop confiance à vos amis. Apprenez autant que possible
à manipuler vos ennemis. Cela peut paraître contre-intuitif, voire cruel, mais c'est un principe qui repose sur la plus pure réalité de la nature humaine. Les amis, lorsqu'ils sont trop proches, ont tendance à se sentir tout permis. Ils deviennent gâtés, complaisants et souvent secrètement envieux de votre réussite. Car trop d'intimité engendre des comparaisons. Et qui dit comparaison dit jalousie, ressentiment et trahison déguisées en erreur. En revanche, l'ennemi, lorsqu'il devient un allié, possède quelque chose que l'ami n'a pas. Le besoin désespéré de prouver sa valeur, d'effacer son passé, de faire preuve de loyauté. C'est le paradoxe du jeu social. C'est ainsi qu'Abraham Lincoln, pendant la guerre de sécession, forma un cabinet avec ses plus grands adversaires. Tout le monde s'attendait à son échec, à l'effondrement du gouvernement, car il était entouré de rivaux. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Ces hommes, autrefois ennemis jurés, sont devenus ses plus fidèles alliés. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que le moindre faux pas serait perçu comme la confirmation qu'il n'aurait jamais dû être pardonné. La logique est simple. Un ami est comme un chat qui se blottit sur vos genoux. Il semble à l'aise, mais au moindre inconfort, il vous griffe. Un ennemi devenu allié est comme un chien dressé, attentif, discipliné et prêt à vous protéger, car il sait que sa survie en dépend. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des situations où l'on a vraiment besoin de ses amis, surtout lorsqu'il s'agit de missions extrêmement sensibles qui exigent une confiance absolue, une discrétion absolue et un partage des risques. Mais même dans ces cas-là, n'oubliez jamais que le prix de l'amitié, dans le jeu du pouvoir, est généralement plus élevé qu'on ne l'imagine. Et puisque la confiance est une illusion, un besoin encore plus vital surgit, s'assurer que personne ne sache ce que l'on veut vraiment. Et c'est là qu'intervient l'une des lois les plus machiavéliques, cacher ses intentions. Ici, pas de place pour le romantisme, ni pour ce discours naïf selon lequel la transparence engendre la confiance. La réalité est différente, bien plus crue et immuable. Ceux qui révèlent leur désir livrent, sur un plateau d'argent, la carte de leur propre vulnérabilité. Car ceux qui savent ce que vous voulez, savent exactement comment vous contrôler, vous séduire, vous manipuler ou vous détruire. C'est pourquoi les vrais stratèges ne disent jamais ce qu'ils pensent vraiment. Au contraire, ils alimentent les distractions, créent des écrans de fumée, offrent des miettes d'informations qui égarent les autres. Machiavel disait que ceux qui maîtrisent l'art de la dissimulation non seulement protègent leurs intérêts, mais forcent les autres à jouer dans l'ombre, à commettre des erreurs en essayant de deviner leurs intentions. Il suffit de regarder Napoléon. Pendant des années, il s'est déguisé en défenseur de la République, a prononcé des discours en républicain et s'est comporté en serviteur du peuple. Mais derrière le masque, le plan était toujours le même, devenir empereur de France, puis d'Europe. Et il y est parvenu. L'analogie est simple et dévastatrice. Soyez comme le brouillard. Quiconque tente de vous attraper découvre qu'il n'y a rien de solide à quoi s'accrocher. Seulement confusion, doute, incertitude. Mais il y a un détail subtil. Si votre réputation est déjà celle d'un menteur et d'un manipulateur, la dissimulation perd de sa force. On commence à s'attendre à une tromperie et tout silence de votre part sonne comme une conspiration. Dans ce cas, le machiavélisme recommande un déguisement encore plus sophistiqué, utiliser la vérité comme une arme, avouer ses erreurs, feindre le remords et créer un nouveau masque, plus convaincant que n'importe quel mensonge. Et puisque la dissimulation est une défense, une autre question inévitable se pose. Si même les mots révèlent quelque chose, comment s'en protéger ? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, mais rares sont ceux qui ont la discipline nécessaire pour l'appliquer. Dites toujours moins que nécessaire. Dans le jeu du pouvoir, les mots sont des armes à double tranchant. Ceux qui parlent trop non seulement perdent le contrôle de leur propre image, mais sans s'en rendre compte, fournissent des munitions à l'ennemi. Chaque mot est un indice, une échappatoire, une occasion pour les autres de comprendre leurs plans, leurs désirs, leurs peurs. Le silence, en revanche, est une forteresse, une aura de mystère qui trouble, intimide, séduit. Machiavel le savait. Il savait que le silence force les autres à se projeter. Ceux qui vous observent commencent à imaginer que vous en savez plus que vous n'en savez réellement. Et cette perception est souvent plus puissante que n'importe quel discours. Mayer Rothschild, l'un des plus grands banquiers de l'histoire,
ouvrait rarement la bouche. Sa réputation d'énigme faisait croire à tout son entourage qu'il savait toujours quelque chose que les autres ignoraient. Et c'était, plus que son argent, sa véritable arme. Le silence est comme l'oracle de Delphes. Peu de mots, beaucoup de significations. Celui qui parle peu semble en savoir beaucoup. Mais, comme dans tout jeu, il y a un piège caché. Dans certains contextes, notamment en présence de supérieurs peu sûrs d'eux, le silence absolu engendre malaise, suspicion, voire hostilité. Dans ces situations, la voie la plus machiavélique n'est pas le silence total, mais l'emploi de mots ambigus, vaguement énigmatiques, voire un humour maîtrisé, jouant les idiots, tout en observant tout. Et puisque les mots peuvent être à la fois bouclier et arme, une question encore plus cruciale se pose. Si, dans le jeu du pouvoir, tout dépend de la façon dont on est perçu, alors protéger sa réputation, c'est protéger sa propre vie. S'il existe une monnaie d'échange absolue dans le jeu du pouvoir, c'est bien la réputation. Beaucoup en dépend, plus que vous ne l'imaginez. La réputation, c'est ce qui vous précède avant même votre arrivée. C'est le bouclier invisible qui fait que les autres vous respectent, vous craignent, vous obéissent ou vous ignorent tout simplement. Et c'est aussi votre armure la plus fragile, car une fois fissurée, il sera difficile de la restaurer complètement. Dans le monde réel, ce que les gens croient que vous êtes compte plus que qui vous êtes réellement. Machiavel a dit un jour que les hommes jugent davantage avec leurs yeux qu'avec leurs sens, car chacun peut voir qui vous paraissez, mais peu peuvent atteindre votre véritable essence. Et celui qui contrôle sa propre réputation contrôle ce que les autres attendent de vous, pense et projette sur lui. L'histoire regorge d'exemples qui prouvent ce principe. À Florence, à la Renaissance, des familles entières furent détruites non par des guerres, mais par des rumeurs bien ancrées qui érodèrent lentement les fondements de la confiance sociale. C'est ainsi sur l'échiquier du pouvoir. Votre image vaut plus que votre vérité. Et la règle est simple et cruelle. Attaquez avant d'être attaqué. Protégez votre réputation comme si c'était votre propre vie. Et chaque fois que vous le pouvez, détruisez la réputation de vos ennemis avant même qu'ils ne lèvent la main sur vous. Une réputation ruinée est comme une maladie contagieuse. Personne ne veut s'y associer. L'analogie est claire. Imaginez une mine de diamants. Tant qu'elle est bien protégée, entourée, sa richesse croît, brille et prospère. Mais si elle est ouverte sans critères, pillée ou laissée à découvert, elle perd sa valeur et tombe en ruine. Voilà comment fonctionne votre réputation. Protégez-la, protégez-la, et elle vous soutiendra toute votre vie. Et si vous pensez pouvoir baisser la garde, rappelez-vous, les voleurs de réputation sont partout. Il n'y a pas de place pour le relâchement, pas de place pour la naïveté. Votre réputation doit être constamment renouvelée, polie comme un joyau. Et oui, il y a une exception. Si, pour une raison ou une autre, votre réputation est déjà ruinée, alors la voie n'est plus la défense, mais l'attaque ouverte, le jeu du scandale, de l'audace, de l'imprévisibilité. Lorsqu'il n'y a plus de réputation à perdre, il ne reste que la force brute de l'intimidation. Mais protéger son image ne suffit pas si le monde vous ignore, car dans le jeu du pouvoir, l'invisibilité est fatale. Et c'est précisément ce qu'enseigne la loi suivante. Attirer l'attention à tout prix. Le monde ne récompense pas les discrets, les timides, ceux qui se cachent. Ce qui n'est pas vu n'existe pas. Ce qui n'est pas perçu n'a aucune valeur. Depuis l'Antiquité, la société est régie par le théâtre des apparences. Et celui qui domine ce théâtre domine la perception, et par conséquent domine la réalité. Machiavel avait compris que la présence, le spectacle et le symbolisme sont aussi importants, voire plus, que la compétence. Un homme médiocre qui sait se faire remarquer aura souvent plus de pouvoir qu'un génie silencieux qui reste dans l'ombre. Prenez n'importe quel grand dirigeant de l'histoire. Napoléon, par exemple, n'était pas qu'un simple général. C'était un spectacle ambulant. Son image, son chapeau, sa posture, sa main sur la poitrine, tout était soigneusement conçu pour susciter fascination, peur, respect et surtout, visibilité. L'analogie est simple, pensez à la danseuse voilée. Ce qu'elle révèle, excite, mais ce qu'elle cache, rend fou. C'est le jeu parfait du montrer et du cacher qui fascine tout le monde. De la même manière, vous devez apprendre à maîtriser votre propre exposition. Soyez visible lorsque c'est stratégique. Disparaissez lorsque cela suscite le désir. Soyez imprévisible. Soyez plus grand que nature.
mais soyez prudents. Attirer l'attention ne doit jamais signifier offenser ou éclipser ceux qui sont au-dessus de vous. Ce serait une erreur fatale, car, comme nous l'avons vu, il ne faut jamais éclipser le maître. Alors démarquez-vous, mais sans menacer les hiérarchies qui vous entourent. Grandissez, sans paraître une menace directe. Séduisez, sans paraître arrogant. Et si même votre image peut être une arme, imaginez ce qui se passe quand vous apprenez à utiliser les efforts des autres. C'est exactement ce qu'enseigne la loi suivante. Faites travailler les autres pour vous, mais attribuez-vous toujours le mérite. C'est peut-être l'une des stratégies les plus froides, les plus impitoyables et les plus efficaces dans le jeu du pouvoir. Pourquoi gaspiller votre énergie, votre temps, vos ressources, quand une foule est prête, consciemment ou non, à le faire pour vous? Le véritable stratège sait que son esprit vaut mieux que ses mains. Tandis que les imbéciles s'épuisent dans l'exécution, les sages se consacrent au commandement, à la stratégie, à la manipulation silencieuse en coulisses. Le monde est rempli d'hommes qui ont passé leur vie à croire que l'effort pur est la clé du succès. Pauvres naïfs. Au final, celui qui s'élève n'est pas celui qui travaille le plus dur, mais celui qui travaille le mieux. Et travailler le mieux signifie souvent utiliser les efforts des autres comme tremplin vers sa propre ascension. L'analogie est cruelle, mais juste. Imaginez le vautour. Il ne chasse pas, ne court pas, ne s'épuise pas. Il vole simplement au-dessus de vous, alerte, attendant que d'autres fassent le sale boulot. Lorsque le prédateur a terminé sa chasse, le vautour se pose et se nourrit de ce qui reste, confortablement installé, sans risque, sans s'user. C'est ainsi que se joue le jeu du pouvoir. Mais, bien sûr, il y a une exception. Si vous exagérez en vous attribuant le mérite, surtout devant vos supérieurs, la stratégie peut se retourner contre vous. Offenser l'ego de quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous peut causer votre perte. C'est pourquoi le machiavélisme enseigne. Volez le mérite, mais avec élégance. Laissez l'autre croire qu'il a gagné aussi. Faites comme si tout était une collaboration. Et ainsi, vous grandissez. Tandis que d'autres, épuisés, vous soutiennent. Et si manipuler les efforts des autres est une forme de contrôle, il existe un niveau de maîtrise encore plus raffiné et silencieux. La loi suivante consiste à renverser complètement la situation, faire venir les gens à vous et, si nécessaire, utiliser des appâts. Voici l'une des plus grandes vérités que Machiavel nous a enseignées. Ceux qui réagissent ont déjà perdu. Le contrôle n'est jamais entre les mains de celui qui poursuit. Il est toujours entre les mains de celui qui fait bouger les autres, qui fixe les règles du jeu, qui mène la danse sans même lever le petit. Lorsque vous forcez les autres à bouger, ils abandonnent inévitablement leur propre plan, leur propre défense. En avançant vers vous, ils deviennent vulnérables, exposés, déséquilibrés. Pendant ce temps, vous restez immobile, au centre de l'échiquier, à mener la danse. Le grand chasseur ne poursuit pas l'ours, ce serait du suicide. Son geste est simple et brillant. Il tend un piège, un appât irrésistible, et attend. Car c'est dans l'attente, dans le silence, dans la patience, que réside le véritable pouvoir. Et lorsque l'ours affamé met la patte dans le piège, il est déjà trop tard. C'est ainsi dans le monde des affaires, en politique, dans les relations personnelles. Séduisez par des promesses, offrez quelque chose auquel l'autre ne peut résister, que ce soit le statut, l'argent, l'affection, une opportunité, une validation. Et puis, quand il arrive, attaquez. Mais bien sûr, comme dans tout jeu, il y a des moments où l'inversion de cette logique fonctionne aussi. Une agression soudaine, un geste inattendu, peut être dévastateur lorsque l'autre n'est pas préparé. Mais c'est l'exception, pas la règle. Dans un jeu à long terme, celui qui bouge moins contrôle plus. Beaucoup de gens commettent une erreur fatale dans le jeu du pouvoir. Ils croient que convaincre est une question de mots, d'arguments et de rhétorique directe. Naïf, car dans le monde réel, les discussions sont des pièges déguisés. Et c'est exactement ce qu'enseigne la 9e loi. Gagner par ses actes, jamais par la discussion. La raison est simple et brutale. Chaque fois que vous essayez de convaincre quelqu'un par l'argumentation, la raison et la logique, vous pouvez même gagner momentanément. Vous pouvez même obtenir l'accord de l'autre en apparence. Mais au fond, là où cela compte vraiment, ce que vous semez, c'est le ressentiment, la colère et le désir de vengeance. La vérité, c'est que personne n'aime se sentir vaincu en public. L'humiliation, même déguisée en « tu as eu tort »,
laissent des cicatrices invisibles qui, un jour, vous reviendront en pleine figure. Machiavel l'avait compris comme peu d'autres. Il savait que la persuasion la plus puissante ne se fait pas par la bouche, mais par les yeux, par des faits, des résultats, des exemples. Une victoire silencieuse est toujours plus durable qu'une victoire bruyante, car lorsqu'on démontre au lieu d'expliquer, l'autre n'a plus de place pour la résistance. Prenons, par exemple, la façon dont agissaient les grands stratèges du passé. Ils n'essayaient pas de convaincre leurs ennemis qu'ils avaient raison. Ils se contentèrent de faire bouger les choses, et lorsque les résultats apparaissaient, il n'y avait plus rien à discuter. L'analogie est parfaite. Imaginez une balançoire, deux personnes opposées, montant et descendant, se disputant, débattant, échangeant des arguments qui ne mènent nulle part. Le véritable stratège ne monte pas sur la balançoire. Il se contente d'observer et, au bon moment, renverse tout. La discussion s'arrête, la partie est terminée et il gagne. Mais bien sûr, comme toute règle, il existe des exceptions. Parfois, le recours conscient à la discussion sert d'écran de fumée. L'argumentation peut être un excellent moyen de détourner l'attention, de dissimuler une manœuvre plus importante, voire de paraître vulnérable, alors qu'en réalité, vous renforcez votre propre position. N'oubliez pas, la discussion est un outil, pas une méthode. Utilisez-la quand elle est utile, abandonnez-la quand elle devient risquée. Et si la discussion est un piège, il existe un autre danger, encore plus subtil, plus sournois et plus mortel. La 10e loi vous met en garde sans détour et sans pitié. Évitez les malheureux et les malchanceux. Il ne s'agit pas ici d'empathie, de gentillesse ou de sens de la justice. Il s'agit de pure survie sociale, car le malheur, l'échec et la pauvreté, qu'ils soient émotionnels, financiers ou spirituels, sont en réalité contagieux. La présence constante de personnes qui portent des nuages noirs au-dessus d'elles a un effet invisible mais dévastateur. Elle épuise votre énergie, sape votre confiance, sabote votre vision du monde et, petit à petit, vous entraîne dans le même abîme. Machiavel, avec son œil chirurgical sur la nature humaine, savait que tous les malheurs ne sont pas le fruit du hasard. Nombreux sont ceux qui, inconsciemment, créent leur propre chute. Et le plus dangereux? Ils veulent, de manière déguisée, que leurs semblables tombent avec eux. L'histoire regorge de ces personnages, ceux qui jouent les éternelles victimes, qui vivent toujours une nouvelle tragédie, qui ne trouvent jamais d'issue, et qui, d'une manière ou d'une autre, entraînent toujours les autres dans leur chute. L'image est claire. Imaginez un homme en train de se noyer. Son instinct ne vous remercie pas d'avoir tenté de le sauver. Il vous entraîne, désespérément, vers le fond, car la panique ne raisonne pas. La panique ne fait pas de compromis. Et si vous vous approchez trop près, en essayant de l'aider, c'est fini. Bien sûr, il y a des exceptions. Certaines personnes traversent des moments difficiles, des phases difficiles, des crises passagères, et elles méritent d'être soutenues. Le danger ne réside pas dans l'accidentel, mais dans la récurrence, dans la routine, chez ceux qui font de l'échec un mode de vie. Si vous vous entourez de personnes chroniquement malchanceuses, votre chance disparaît, et votre chute devient une question de temps. La règle est claire, associez-vous aux forts, aux chanceux, à ceux qui respirent les solutions et non les problèmes, car le succès est aussi contagieux. Et si s'entourer de ceux qui ont besoin de vous est risqué, la 11e loi approfondit encore ce jeu psychologique. Apprendre à maintenir les autres dépendants de vous. C'est là l'une des sources de contrôle les plus puissantes, car dès l'instant où quelqu'un réalise qu'il n'a plus besoin de vous, vous devenez jetable. En amour, en affaires, en politique, en amitié. C'est une loi universelle. Dépendre des autres est le fondement de votre liberté, car ceux qui dépendent obéissent. Ceux qui ont besoin endurent. Ceux qui ne peuvent vivre sans se soumettre se soumettent. Machiavel était catégorique. Le véritable pouvoir ne réside ni dans la force brute, ni dans l'argent seul, mais dans la capacité à se rendre indispensable. Il faut devenir quelqu'un dont l'absence crée inconfort, désorganisation et perturbe le fonctionnement du système. C'est pourquoi les plus grands stratèges n'enseignent pas tout ce qu'ils savent. Ils en enseignent juste assez pour que les autres puissent le faire, mais jamais assez pour qu'ils puissent les remplacer. L'image parfaite ici est celle de la liane. Elle grimpe, s'enroule autour des branches, des murs, des arbres, et,
Une fois enracinée, il devient presque impossible de l'arracher. Car si on tire d'un côté, elle se renforce de l'autre. Et si on essaie de la couper, on découvre qu'elle a déjà pris racine partout. Mais, comme toute force, il existe un risque. Devenir trop indispensable peut engendrer la peur. Et ceux qui ont peur agissent parfois de manière imprévisible. Un supérieur peut commencer à se méfier de quelqu'un qui semble trop nécessaire. Dans ce cas, le machiavélisme nous enseigne: restez indispensable, mais de manière subtile. Laissez l'autre croire qu'il vous contrôle, qu'il a du pouvoir sur vous, alors qu'en réalité, il ne réalise pas que c'est vous qui faites tourner son monde. Et si maintenir quelqu'un dans la dépendance est une forme de contrôle, il existe une stratégie encore plus raffinée, presque poétique dans sa cruauté. La 12e loi. Utilisez une honnêteté et une générosité sélectives pour désarmer votre victime. C'est là l'un des plus grands paradoxes du pouvoir. Rien ne désarme plus qu'un geste sincère. Rien ne baisse la garde plus qu'une attitude honnête. L'esprit humain a été entraîné, depuis la nuit des temps, à se méfier des escroqueries, des mensonges et de la malveillance. Mais face à la générosité, vous êtes désarmé. Vous vous détendez. Vous croyez. Et c'est précisément là que réside le piège. Le stratège astucieux offre des cadeaux, de petites faveurs, des mots gentils, des gestes inattendus d'une apparente bonté. Et dans ce geste, il cache le cheval de Troie. Car tandis que l'autre célèbre votre générosité, votre apparente honnêteté, vous implantez déjà en lui ce qui deviendra plus tard votre clé de contrôle. L'image est littérale. Le cheval de Troie a été offert en cadeau. Un cadeau, un symbole de paix. Mais cachés à l'intérieur se trouvaient les soldats qui, au cœur de la nuit, détruiraient la ville. Telle est la loi. Offrez quelque chose. Faites croire que vous avez renoncé, que vous avez cédé, que vous vous êtes sacrifié. Et, au bon moment, encaissez la facture. Mais attention, ce jeu requiert de la subtilité. Si votre réputation est déjà celle d'un tricheur, si tout le monde sait que vous êtes manipulateur et fourbe, alors l'honnêteté perd son efficacité. Le cadeau ressemble à du poison, le geste à de la tricherie. Dans ce cas, il faut d'abord reconstruire son image, feindre le remords, susciter l'empathie, et seulement ensuite utiliser à nouveau cette arme avec brio. Car le jeu du pouvoir ne repose pas sur la force brute. C'est une question de psychologie. Il faut comprendre qu'au final, celui qui contrôle les émotions contrôle tout l'échiquier. La 13e loi révèle l'un des secrets les plus cruels et les plus efficaces de la manipulation. Lorsque vous demandez de l'aide, ne faites jamais appel à la compassion ou à la gratitude. La nature humaine, dans son essence la plus pure, n'est guidée ni par la bonté, ni par le souvenir des faveurs reçues. Elle est presque exclusivement mue par l'égoïsme déguisé en rationalité. Si vous croyez que quelqu'un vous aidera parce que vous l'avez déjà aidé, vous êtes voué à la frustration. Le monde ne fonctionne pas ainsi. On oublie vite ce qui a été fait pour soi, car la dette morale est inconfortable, lourde, une blessure à l'orgueil. Mais il est une chose que personne n'ignore, la possibilité d'un gain personnel. C'est pourquoi, lorsque vous demandez quoi que ce soit, la meilleure façon de procéder est de ne pas rappeler à l'autre les faveurs que vous lui avez rendues. Cela ne fait que susciter résistance, gêne et parfois même colère. La solution est simple, élégante et brutale. Montrez-lui ce qu'il gagne à vous aider. Faites directement appel à son intérêt, à sa vanité, à son désir caché. Machiavel le comprendrait mieux que quiconque, car il savait que la pitié est un voile ténu qui se déchire au premier coup de pouce. C'est ainsi qu'opèrent les grands manipulateurs. Ils font semblant de demander de l'aide, mais en réalité, ils offrent une occasion irrésistible de bénéfices mutuels. L'analogie est parfaite. Imaginez deux cordes, l'une faite de gratitude et de compassion, effilochée, prête à rompre, et l'autre, faite d'intérêt personnel, solide, robuste, tressée de fibres incassables. C'est cette seconde corde qui maintient toute alliance. Bien sûr, il y a des exceptions. Il existe des personnes rares, motivées par un désir quasi pathologique de se sentir supérieures par la gentillesse et la générosité. Et dans ces cas, l'appel à la clémence fonctionne. Mais ce sont des exceptions si rares que leur faire confiance est, à tout le moins, un risque que le stratège ne devrait pas prendre. La règle demeure. Ne jamais demander la pitié, offrir une opportunité. Et si comprendre les désirs d'autrui est une arme, la 14e loi l'élève à un autre niveau.
jouer les amis, se comporter en espion. Le jeu du pouvoir est avant tout un jeu d'information. Qui sait, contrôle. Qui ne sait pas, obéit. Dans le monde réel, l'information vaut plus que l'argent, plus que l'influence, plus que la force brute. Car connaître les désirs, les craintes, les projets de l'autre, vous donne le pouvoir d'anticiper ses actions, de lui offrir ce qu'il désire avant même qu'il ne le demande, ou de lui retirer précisément ce à quoi il tient le plus, au moment le plus douloureux. Machiavel nous a toujours prévenus. La plus grande erreur qu'un dirigeant puisse commettre est de croire que la vérité se révélera spontanément. Or, elle ne se révèle jamais. Ce que les gens montrent est toujours une version retouchée d'eux-mêmes. La véritable vérité, leurs faiblesses, leurs désirs, leurs intentions, se cachent sous des couches de dissimulation. C'est pourquoi il faut constamment se transformer en espion social. Pas nécessairement celui qui s'immisce dans les conversations ou pirate les informations, mais celui qui, le sourire aux lèvres, des questions apparemment innocentes et une oreille attentive, extrait des données, décrypte les gestes, perçoit les contradictions. L'art d'écouter vaut mieux que 1000 discours. L'analogie est frappante. Imaginez le troisième œil d'un espion. Chacun voit avec 2 yeux. Mais le troisième œil, celui de la perception, de la lecture du non-dit, de l'écoute de l'invisible, est ce qui sépare le faible du fort. Et oui, cette loi comporte une complexité supplémentaire. Espionner, bien souvent, ne consiste pas seulement à obtenir des informations vraies, mais aussi à diffuser de fausses informations, faire croire aux autres des vérités que vous avez vous-même créées. Car celui qui contrôle l'information contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. Mais parfois, savoir ne suffit pas. Il faut agir avec une précision chirurgicale. Et c'est là que la 15e loi ne laisse aucune place au romantisme. Écraser l'ennemi complètement. Il n'y a pas de place pour la compassion, les demi-mesures, les gestes nobles. L'histoire est claire, implacable, et pleine des cadavres de ceux qui ont cru pouvoir se montrer généreux dans la victoire. Car, dans le jeu du pouvoir, laisser l'ennemi en vie, même affaibli, est la garantie qu'il se relèvera plus tard, plus fort, plus vengeur, et prêt à tout pour vous détruire. Machiavel était direct. Le dirigeant qui laisse ses ennemis survivre, même sous contrôle apparent, sème les graines de sa propre chute. La métaphore ici est viscérale. Imaginez une vipère. Vous marchez dessus, elle semble à moitié morte, faible, immobile. Mais le venin est toujours là. Et dès que vous détournez le regard, elle surgit et vous frappe d'une dose encore plus mortelle. C'est ainsi que fonctionne l'ennemi épargné. Il ne disparaît pas. Il n'oublie pas. Il ne vous pardonne pas. Il attend, tout simplement. Et un jour, il revient. La règle est claire. Si vous voulez détruire, détruisez complètement. Attaquez-vous non seulement à ses actions, mais à sa réputation, à son influence, à ses alliés, à ses ressources. Laissez l'ennemi sans issue, sans espoir, sans possibilité de réorganisation. C'est le seul moyen de s'assurer qu'il ne reviendra jamais. Mais, comme toujours, il existe une exception sophistiquée. Dans de rares situations, il peut être plus judicieux de laisser l'ennemi s'autodétruire, d'alimenter son arrogance, ses erreurs, ses contradictions, jusqu'à ce qu'il creuse sa propre tombe. Cela exige une patience et une maîtrise que peu possède. Mais, si c'est bien fait, c'est aussi mortel qu'une destruction directe. Et si écraser est l'art de la guerre totale, la 16e loi apporte une sophistication presque poétique au contrôle social. Utiliser l'absence pour accroître le respect et l'honneur. La logique est d'une cruauté élégante. Quand quelque chose est abondant, il perd de sa valeur. Quand c'est rare, il devient précieux. Ainsi sont les gens. Ainsi est votre présence. Trop se montrer, être toujours disponible, toujours présent, toujours accessible, vous rend banal, prévisible, facile à ignorer. Le monde n'accorde pas de valeur à ce qui est constant. Le monde accorde de la valeur à ce qui semble rare. Machiavel savait que la rareté bien gérée est l'une des armes de pouvoir les plus puissantes. Regardez le soleil. Lorsqu'il est là en permanence, lors des longues journées chaudes, on commence à en avoir moins envie. Mais quelques jours de pluie suffisent, et son absence se transforme en désir. Tel est le jeu de l'influence. Votre présence doit être gérée comme une ressource stratégique. Apparaissez lorsque votre présence aura un impact. Disparaissez lorsque votre absence engendrera inconfort
Désir, spéculation. Cela crée un cycle parfait de désir et de vénération. La métaphore est parfaite. Soyez comme le feu. Si vous vous approchez trop, il brûle. Si vous vous éloignez trop, il gèle. C'est précisément là que vous réchauffez, illuminez et que vous donnez envie à tout le monde. Bien sûr, cette loi exige de la prudence. Elle ne fonctionne que si vous avez déjà construit une présence précieuse. Si vous vous retirez avant d'être pertinent, votre absence ne génère pas de désir, seulement l'oubli. La règle est donc claire, créez de la valeur, puis disparaissez, pour devenir inoubliable. S'il existe un moyen efficace de maintenir son entourage dans un état constant d'alerte, de doute, de respect et surtout de soumission, il s'incarne dans la 17e loi. Maintenir les autres dans un état latent de terreur. Cultiver l'imprévisibilité. Les êtres humains, par nature, sont des créatures en quête de schéma. Nous avons besoin de prévisibilité pour nous sentir en sécurité, pour croire que nous avons au moins un certain contrôle sur l'environnement, les gens et les circonstances. Mais lorsque quelqu'un brise ce schéma, lorsqu'il agit en dehors de la logique, de la routine, de ce qui est attendu, l'inconfort, la peur et, par conséquent, la soumission surgissent. Machiavel a dit un jour qu'un prince prévisible devient une cible facile. Ses actions peuvent être anticipées, ses plans déchiffrés, ses faiblesses exploitées. À l'inverse, celui qui cultive l'incertitude, qui agit de manière apparemment illogique, qui brise les attentes de manière calculée, devient craint, respecté. Car rien n'est plus inconfortable que d'avoir affaire à quelqu'un dont on ne sait jamais exactement ce qu'il fera. L'analogie est aussi simple que puissante. Imaginez un cyclone. Vous savez qu'il arrive, qu'il sera dévastateur, mais vous ne pouvez prédire exactement où il passera, ni quand. Cette imprévisibilité engendre peur, paralysie, désorientation. Et c'est exactement ce qu'est un véritable stratège dans le jeu social. Mélangez des gestes d'une extrême gentillesse avec des réponses froides. Soyez généreux un jour et complètement absent le lendemain. Changez de ton, changez de rythme, disparaissez, réapparaissez. Brisez toute tentative des autres de vous lire comme un livre ouvert. Et bien sûr, cette tactique comporte un risque. L'imprévisibilité excessive, lorsqu'elle est appliquée sans contrôle, peut engendrer une méfiance extrême, de la distance, voire de l'hostilité. Il s'agit donc d'une subtile oscillation entre inconfort et fascination, entre chaos apparent et contrôle absolu. Mais si l'imprévisible engendre le respect, beaucoup tombent dans un piège lorsqu'ils tentent de se protéger des dangers extérieurs, la construction de forteresses. Et c'est précisément ce que dit la 18e loi. Ne construisez pas de forteresses pour vous protéger. L'isolement est dangereux. Il est naturel que, lorsqu'ils se sentent menacés, les êtres humains cherchent à ériger des murs, des barrières et des distances. Cependant, dans le jeu du pouvoir, les forteresses ne protègent pas. Elles condamnent, s'isoler, se distancier des masses, se tenir à l'écart du flux d'informations, des mouvements sociaux et de la dynamique humaine, fait perdre de vue l'enjeu. Cela vous empêche de percevoir les mouvements de vos ennemis, d'entendre les murmures avant qu'ils ne se transforment en cris. Machiavel nous avait prévenu que le pouvoir ne réside pas dans la distance, mais dans la présence stratégique, dans la capacité à circuler, à se mêler, à être parmi les gens, à écouter, à observer, à recueillir des informations, à nouer des alliances et, surtout, à détecter les trahisons avant qu'elles ne se matérialisent. La métaphore est claire. Imaginez une forteresse au sommet d'une colline. Elle paraît imposante, sûre, protégée. Mais encerclée, isolée, sans communication avec l'extérieur, elle n'est rien d'autre qu'un piège dans lequel son propre occupant devient prisonnier. Il en va ainsi dans le monde du pouvoir. L'isolement fait de vous une cible fixe, prévisible, facile à attaquer. Bien sûr, il existe une exception. À des moments très précis, se retirer temporairement pour réfléchir, planifier, recalibrer ses stratégies peut s'avérer extrêmement efficace. Mais il ne doit s'agir que d'une pause stratégique, jamais d'un état permanent. Et si l'isolement est un piège, il en existe un autre encore plus dangereux, dont beaucoup ne se rendent compte que trop tard. Ne pas savoir à qui l'on a affaire. La 19e loi est un avertissement brutal et vital. N'offensez jamais la mauvaise personne.
Car, dans le jeu social, dans le jeu du pouvoir, il n'y a pas d'adversaire générique, pas d'ennemi standardisé. Chaque personne porte en elle un type de danger spécifique, une combinaison unique d'orgueil, de vanité, d'insécurité, d'impulsivité ou de désir de vengeance. Et une mauvaise interprétation de ce profil peut être fatale. Machiavel savait que la plus grande erreur d'un prince n'était pas forcément de se tromper de stratégie, c'était de se tromper dans le choix de son ennemi. Car il y a ceux qui, attaqués, capitulent, disparaissent, s'évanouissent. Mais il y a aussi ceux qui, même lorsqu'ils semblent vaincus, passent le reste de leur vie à planifier, attendre, construire silencieusement leur vengeance. La métaphore est parfaite. Imaginez un chasseur. Il ne tend pas le même piège au renard qu'au loup. Chaque proie requiert une stratégie différente. De même, dans le jeu social, il est essentiel de reconnaître ceux qui manquent d'assurance, ceux qui sont paranoïaques, ceux qui sont vindicatifs, ceux qui sont orgueilleux, et surtout, ceux qui n'oublient jamais. Car, en offensant quelqu'un de cette façon, on ne se crée pas seulement un ennemi. On crée un projet de destruction qui, souvent, ne se concrétise que des années plus tard, lorsqu'on ne se souvient plus de ce qu'on a fait. Et oui, cette loi ne connaît aucune exception. Parce que comprendre profondément les gens qui vous entourent n'est pas une option, c'est une question de survie. Et si choisir ses ennemis est déjà dangereux, se compromettre excessivement est une erreur encore plus subtile et mortelle. La 20e loi est directe, élégante et absolument machiavélique. Ne vous engagez envers personne, car dès l'instant où vous choisissez un camp, une faction, une cause, vous perdez une partie de votre pouvoir. Vous perdez la liberté de mouvement, de négociation, de transit, de manipulation des deux camps. L'imbécile est celui qui se précipite pour prendre parti, qui s'éprend d'une idée, d'un leader, d'une cause. Car, ce faisant, il renonce à sa neutralité, à son indépendance, et par conséquent, à sa capacité de contrôler les autres. Machiavel était catégorique. Le prince sage ne capitule jamais complètement. Il observe les parties en conflit, les nourrit toutes les deux, les manipule toutes les deux, et, finalement, s'aligne temporairement sur celle qui lui offre le plus d'avantages. L'analogie est simple. Imaginez une forêt peuplée de buissons épineux, tous entrelacés, en compétition pour l'espace. Le buisson qui pousse seul, qui garde ses distances, qui ne s'en mêle pas, est celui qui reçoit le plus de lumière, le plus d'espace, le plus de croissance. Mais bien sûr, cette loi comporte un détail sophistiqué. Parfois, se compromettre, même de manière apparente, peut être une manœuvre stratégique. Feindre la loyauté, feindre l'attachement, feindre la passion pour une cause, peut être le meilleur moyen de s'infiltrer, de gagner la confiance, d'accéder à des informations privilégiées. Mais soyons clairs, cet engagement n'est jamais réel. Ce n'est qu'un masque de plus sur le grand théâtre du pouvoir. Il existe un jeu silencieux dans chaque contexte social et peu de gens en sont conscients. Ce jeu repose sur une dynamique simple mais dévastatrice. Personne n'aime se sentir moins intelligent que les autres. La 11e loi apparaît alors comme l'une des armes de manipulation les plus raffinées, faire l'idiot pour piéger les idiots. Et voici la vérité dérangeante. Dès que vous paraissez trop intelligent, trop éloquent, trop stratégique, vous réveillez chez les autres un instinct primitif de défense. L'envie, la compétition et le ressentiment commencent à pousser comme des mauvaises herbes. Et au final, aussi brillant que vous soyez, les gens finiront par souhaiter secrètement votre chute. Machiavel le savait mieux que quiconque. Il savait qu'il y a plus de pouvoir à paraître inoffensif qu'à se montrer brillant. Car lorsqu'on agit bêtement, simplement et inoffensif, quelque chose de magique se produit. Les autres baissent leur garde. Ils deviennent détendus, confiants et insouciants. Et c'est précisément dans cette insouciance que vous installez vos pièges, vos stratégies et vos mouvements les plus précis. L'image est parfaite. Pensez à l'opossum qui, face à un prédateur, fait le mort. Pendant quelques secondes, le prédateur se désarme. Il perd tout intérêt. Il pense qu'il n'y a plus de danger. Et c'est précisément à ce moment-là que l'opossum s'échappe, ou attaque. C'est l'essence même de cette loi. Faites semblant d'être plus petit, moins intelligent, moins préparé. Et tandis que les autres se sentent supérieurs, vous recueillez des informations, analysez les mouvements et préparez le coup infaillible.
Mais, bien sûr, il y a un détail machiavélique et crucial. Au début de votre ascension, tant que vous n'avez pas encore consolidé votre présence, il est inutile de paraître trop ridicule. Ce qu'il vous faut, c'est démontrer, subtilement, que vous êtes plus compétent que vos concurrents directs, surtout devant ceux qui peuvent vous faire progresser. Le secret réside dans le dosage. Paraître ridicule à ceux qui ont besoin de se sentir plus intelligents, et paraître brillant à ceux qui peuvent vous mener là où vous voulez aller. Et si jouer les imbéciles est une stratégie de camouflage, la 22e loi apporte l'une des armes les plus meurtrières de l'arsenal du stratège, la tactique de la reddition. Car, ici, la logique est brillamment et cruellement inversée. Il y a des moments dans le jeu du pouvoir où combattre n'est pas un signe de force, c'est un signe de stupidité. Il y a des situations où résister, insister, affronter est exactement ce que votre ennemi attend de vous. Et, à ce moment précis, capituler n'est pas une faiblesse, c'est de la pure stratégie. C'est s'incliner temporairement, pour gagner du temps, pour reconstituer ses forces, attendre que l'autre baisse sa garde, se laisse distraire, se relâche, pour être attaqué au moment où il s'y attend le moins. Machiavel avait compris que l'orgueil, mal géré, est le plus grand ennemi du pouvoir. Combien de généraux, de rois, d'hommes d'affaires et de dirigeants ont été détruits simplement parce qu'ils n'ont pas su battre en retraite, parce qu'ils n'ont pas compris que la véritable force réside dans la flexibilité, dans la capacité à paraître faible, alors qu'en réalité, on attend simplement le bon moment. L'image ici est puissante. Pensez au chêne, l'arbre qui résiste au vent, qui ne plie pas, perd ses branches, se brise et détruit. Pendant ce temps, le bambou qui se plie sous le vent, survit, reste ferme. Et lorsque le vent passe, il se relève, plus fort qu'avant. La reddition ici n'est pas une capitulation. C'est un piège sophistiqué, conçu pour donner à l'autre l'illusion de la victoire, alors qu'en réalité, on se repositionne simplement pour l'attaque finale. Mais attention, il y a des moments où se rendre est impossible, surtout lorsque battre en retraite signifie perdre sa réputation, paraître faible et ouvrir des brèches irréversibles. Dans ces cas-là, le machiavélisme enseigne. Attaquez vite, avec férocité et surprise. Mais, si le jeu le permet, baissez la tête aujourd'hui pour lever l'épée demain. Et si la reddition est une tactique de préservation, la 23e loi vous enseigne à jouer sur le long terme. Concentrez vos forces, car, dans le monde du pouvoir, la dispersion est une faiblesse. Ceux qui veulent embrasser le monde, qui veulent plaire à tout le monde, qui veulent tout faire en même temps, échouent, toujours. Car l'énergie, le temps, les ressources et l'influence sont limités. Et ceux qui ne comprennent pas cela meurent épuisés en chemin. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qui savent creuser profond, à ceux qui choisissent une mine riche et creusent jusqu'au bout. Tandis que les imbéciles sautent d'opportunité en opportunité, de cause en cause, de désir en désir, le stratège choisit sa cible, sa source de pouvoir, sa niche d'influence, et creuse, et creuse, et creuse, jusqu'à transformer cette source en une forteresse impénétrable, en une fondation solide, qui soutient tout son empire social, financier ou politique. L'image ici est parfaitement juste. Imaginez une flèche. On ne peut atteindre deux cibles avec une seule flèche. Elle ne touche que si elle est tirée avec précision, avec une direction précise, avec une intention absolue. Telle est son énergie, telles sont ses ressources, telle est son influence. Bien sûr, il existe des exceptions astucieuses. Dans des environnements très instables, il peut être prudent de diversifier ses alliés, de conserver plusieurs sources de pouvoir, plusieurs soutiens, plusieurs voies. Mais même dans ces cas, le principe demeure. Concentrer ses forces sur les actions décisives, sur ce qui change véritablement la donne. Et si l'accent est mis sur le pouvoir, la 24e loi est un chef-d'œuvre de manipulation sociale. Incarner le parfait courtisan, car dans le jeu du pouvoir, il ne suffit pas d'être fort, il faut paraître fort. Il ne suffit pas d'être influent, il faut construire la perception publique de son influence. Ici, Machiavel atteint le summum de la sophistication, car il a compris que dans les tribunaux, dans les milieux politiques, dans les milieux d'affaires, sur les réseaux sociaux modernes, ceux qui survivent ne sont pas les plus agressifs,
ils sont les plus charmants. Ce sont ceux qui savent séduire, plaire, se faire aimer, tout en tirant secrètement les ficelles en coulisses. Le courtisan parfait est celui qui maîtrise l'art de la dissimulation, qui sait louer sans paraître flatteur, critiquer sans paraître agressif, influencer sans paraître manipulateur, qui se fait présent sans paraître nécessiteux, qui s'éloigne sans paraître désintéressé, qui sait quand sourire et quand laisser le silence parler plus fort. L'analogie est parfaite. Imaginez un marionnettiste. Là-haut, il tient les ficelles, déplace ses pièces, contrôle la scène. Le public, émerveillé, applaudit la performance, sans jamais se rendre compte que tout ce qu'il voit est le résultat des mouvements invisibles des mains en coulisses. Et oui, cette loi ne connaît aucune exception, car pour survivre et prospérer dans le jeu du pouvoir, être intelligent socialement, maîtriser les apparences, charmer, séduire et paraître indispensable, n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Dans le théâtre social, ceux qui ne maîtrisent pas le jeu des apparences sont condamnés à n'être que des figurants dans le spectacle d'autrui. S'il est une chose qui distingue les hommes ordinaires des véritables stratèges, c'est la capacité de transformation. Et c'est précisément ce qu'enseigne la 25e loi, se réinventer. Dans le jeu du pouvoir, il ne faut jamais accepter les rôles que la société, l'environnement ou les circonstances tentent de nous imposer. Quiconque accepte une étiquette s'installe dans une identité figée, se laisse réduire à une définition, signe, en pratique, sa propre sentence d'insignifiance. Car le monde admire ceux qui se réinventent, ceux qui changent de forme, d'apparence, de stratégie, chaque fois que nécessaire. Et il craint ceux qui sont si fluides qu'ils ne peuvent être saisis ou définis. Machiavel savait que le pouvoir ne se résume pas à la force ni à l'influence. Il s'agit avant tout de la capacité à être multiple, à être ce que le jeu exige, à se transformer en héros, en méchant, en sage, en fou, en ami, en rival, selon le contexte, la stratégie, les intérêts de chacun. La métaphore est puissante. Imaginez Proté, le dieu grec des mers. Il se transformerait en lion, en serpent, en panthère, en feu, en eau, n'importe quoi, pourvu que cela lui confère un avantage, une protection ou une domination. Voilà à quoi devrait ressembler un vrai stratège. Car ceux qui restent les mêmes deviennent prévisibles. Et ceux qui sont prévisibles sont contrôlables, attaquables, jetables. Mais, comme tout outil de pouvoir, cette transformation requiert une intelligence esthétique et psychologique. Il ne s'agit pas de changer de forme comme un acteur médiocre. Il s'agit de créer des versions de soi-même convaincantes, séduisantes, fascinantes, qui enchantent ceux qui vous observent, tandis que vous manipulez les ficelles du jeu en coulisses. Ceux qui ne maîtrisent pas cette loi deviennent des pièces immobiles sur l'échiquier des autres. Ceux qui la maîtrisent deviennent l'échiquier lui-même. Et si se réinventer signifie se construire une nouvelle image, la 26e loi apparaît comme un bouclier invisible mais absolument nécessaire. Gardez les mains propres. Dans le jeu du pouvoir, vous devez apparaître comme un modèle de vertu, d'élégance et de civilité. Vos erreurs, vos escroqueries, vos manipulations, vos tricheries ne doivent jamais être visibles. Le public aime les apparences. Les masses doivent croire que les dirigeants sont éthiques, justes et corrects. Même si, en coulisses, le jeu est complètement différent. Machiavel avait compris qu'un prince ne doit pas se salir. Pas publiquement. Chaque fois qu'une erreur doit être commise, chaque fois qu'un acte répréhensible doit être commis, il faut déléguer. La faute, la responsabilité, le poids de l'action doivent retomber sur un intermédiaire, un bouc émissaire, quelqu'un prêt à assumer le poids des dégâts, tandis que vous conservez intacte votre aura d'impeccabilité. La métaphore est juste. Imaginez la patte d'un chat, douce, lisse, délicate, mais avec des griffes cachées, acérées et prêtes à l'emploi. Et lorsqu'il faut tirer quelque chose du feu, ce n'est pas la main du maître qui le fait, c'est la patte du chat. Ainsi, l'intermédiaire est brûlé, jamais le véritable acteur. Et oui, cette loi est plus pertinente que jamais. À l'ère des réseaux sociaux, de l'opinion publique et de la cancel culture, avoir une apparence impeccable est une question de survie. Alors, apprenez à faire appel à des tiers. Apprenez à créer des boucs émissaires. Apprenez à déléguer le désordre.
et récolter les fruits de la propreté. Mais si la perception d'avoir les mains propres protège votre image, la 27e loi va plus loin. Elle touche directement la partie la plus sensible de la psyché humaine. Elle joue avec le besoin de croire en quelque chose. C'est là que réside l'une des vérités les plus dérangeantes de la nature humaine. L'être humain ne supporte pas le vide. Il ne supporte pas l'incertitude, le chaos, le hasard. Il a désespérément besoin de croyances, de mythes, de leaders, de causes, de symboles. Et quiconque les offre devient automatiquement une source inépuisable de pouvoir. Machiavel savait que les hommes ne recherchent pas la vérité. Ils recherchent un sens. Ils recherchent l'appartenance. Ils cherchent une explication à la souffrance, à la peur, au vide existentiel. Et si vous savez offrir cela, si vous savez vous présenter comme celui qui apporte des réponses, qui propose une direction, qui personnifie un chemin, alors vous n'aurez pas que des adeptes, vous aurez des fidèles, vous aurez des disciples, vous trouverez des gens prêts à mourir pour vous. La métaphore est brutale. Imaginez un aimant. Il attire à lui des métaux dispersés. Et une fois réunis, ces métaux commencent à générer du magnétisme. Ils créent un champ de force collectif qui s'auto-alimente. C'est ainsi qu'agit un leader qui maîtrise cette loi. C'est ainsi que fonctionnent les gourous, les politiciens charismatiques, les grands hommes d'affaires et les influenceurs de masse. Mais attention, jouez avec cela avec habileté. Créez des rituels, des récits, créez l'illusion d'un but supérieur. Donnez à vos abonnés le sentiment de faire partie de quelque chose de spécial, d'unique, presque sacré. Créez un sentiment de « nous contre eux ». Donnez du sens aux actions les plus banales. Transformez votre présence en symbole et votre absence en légende. Et si guider les autres par la foi est une forme raffinée de contrôle psychologique, la 28e loi vous donne un ordre qui ne permet pas l'hésitation. Soyez audacieux, car dans le jeu du pouvoir, le plus grand péché, c'est la timidité. L'hésitation est comme le sang dans l'eau pour les requins. Elle est signe de faiblesse, d'insécurité, de peur. Et là où il y a l'odeur du sang, les prédateurs approchent. La vérité est simple et cruelle. Ceux qui hésitent perdent. Ceux qui doutent, vacillent, tremblent devant leur propre choix, invitent le monde à les tester, à les défier, à les détruire. Machiavel l'avait compris de manière viscérale. L'audace, bien maîtrisée, a un effet quasi magique. Elle paralyse l'ennemi. Elle crée une aura d'autorité, car les êtres humains, au fond d'eux-mêmes, admirent et craignent ceux qui ont le courage de faire ce que la plupart n'osent qu'imaginer. L'image ici est éloquente. Imaginez un lion. Il n'a pas besoin de courir désespérément. Il n'a pas besoin de rugir sans cesse. Sa simple présence, sa posture, sa lenteur calculée, transmettent un message clair. Je suis le prédateur, pas la proie. Pendant ce temps, le lièvre, nerveux, anxieux, court d'un côté à l'autre et, dans sa hâte de s'échapper, finit par trébucher et se jeter directement dans la gueule de l'ennemi. Bien sûr, comme toute arme, l'audace doit être utilisée avec précision. L'imprudence, déguisée en audace, mène au désastre. Sauter sans calcul, prendre des risques sans préparation, attaquer sans intelligence, est aussi mortel que l'hésitation. Mais, entre les deux mots, Machiavel ne laisse aucun doute. Mieux vaut se tromper par audace que mourir de timidité. Il existe une différence brutale, définitive et souvent ignorée entre ceux qui jouent à jouer et ceux qui dominent véritablement le jeu du pouvoir. Et cette différence se résume en un mot, prévoyance. Planifier jusqu'au bout. C'est la 29e loi, et elle ne laisse place ni à la naïveté, ni au romantisme, ni à cet optimisme insensé qui fait que tant de gens se laissent engloutir par leur propre excès de confiance. Car le jeu du pouvoir ne consiste pas à improviser. Il ne s'agit pas de laisser le hasard décider. Il s'agit de contrôler, autant que possible, chaque variable, chaque possibilité, chaque résultat. Et, surtout, il s'agit de ne pas se laisser surprendre. Car quiconque est pris par surprise a déjà perdu. Machiavel savait, comme peu d'autres, que la plus grande erreur qu'un stratège puisse commettre est de croire que la victoire est la fin. Il n'en est rien. Souvent, c'est précisément au sommet de la victoire que commence sa propre chute. Car l'euphorie, l'éblouissement et l'ivresse du succès vous poussent à baisser la garde, à prendre des décisions hâtives, à vous exposer bêtement.
et ainsi à semer les graines de votre propre destruction. La métaphore est aussi puissante qu'inconfortable. Imaginez les dieux de l'Olympe. De là-haut, ils observent les hommes, se moquant de notre incapacité à voir au-delà de l'instant présent, au-delà de notre propre nombril, au-delà de l'illusion d'une victoire momentanée. Pendant ce temps, ceux qui planifient jusqu'au bout ne se contentent pas de voir plus loin. Ils contrôlent le résultat, car ceux qui contrôlent la fin contrôlent tout. Et bien sûr, cette loi a un piège subtil. Une planification excessive, mal menée, peut vous paralyser. Elle peut vous transformer en un architecte perpétuel de possibilités qui ne met jamais rien en œuvre. Planifier jusqu'au bout n'est donc pas une obsession malsaine du contrôle absolu. C'est une question d'anticipation, de vision, de saisir les contours de l'avenir alors que d'autres trébuchent encore dans le présent. Et si le plan est votre forteresse invisible, il existe un détail encore plus sophistiqué dans la construction de votre image publique, faire paraître vos réussites faciles. C'est la 30e loi, et elle touche directement au cœur le plus sensible de la psychologie sociale. Car le monde, en général, n'admire pas l'effort apparent, il admire le talent, il admire ce qui semble naturel, inné, presque divin. Le travail acharné, le poids du sacrifice, l'effort en coulisses, n'inspirent pas le respect. Ils inspirent souvent la pitié, ou pire, le mépris. Machiavel avait compris que la puissance ne réside pas seulement dans l'action, mais surtout dans le fait de paraître agir, sans effort, résoudre, sans transpirer, conquérir, sans même avoir l'air d'essayer. L'image ici est on ne peut plus claire. Pensez à un cheval de course. Ceux qui l'observent de loin ne voient que l'élégance, la légèreté et une vitesse presque surnaturelle. Mais ceux qui s'approchent remarquent la tension de ses muscles, sa respiration haletante, l'effort brutal caché sous le masque de la légèreté. Et voici le secret. Votre public doit être suffisamment éloigné pour ne voir que l'élégance, jamais l'effort. Alors, cachez vos astuces, cachez vos méthodes. Ne laissez jamais personne voir à quel point vous avez sué, souffert, calculé, planifié, ajusté, pour que l'impossible devienne inévitable. Car si personne ne le fait, votre image perd sa magie, elle perd son charme, elle perd son pouvoir. Mais, bien sûr, comme tout dans le jeu, il existe un équilibre délicat. Trop caché peut aussi susciter la suspicion. Cela ressemble à de l'arrogance, à de la dissimulation. L'essentiel est de ne révéler que ce qui nourrit votre légende, jamais ce qui détruit votre magie. Et si la perception de la facilité renforce votre aura, la 31e loi vous enseigne l'une des astuces de manipulation les plus subtiles et les plus mortelles. Contrôler les options. C'est là que réside l'une des vérités les plus dérangeantes du libre arbitre humain. En pratique, il n'existe pratiquement pas, car celui qui présente les options contrôle le jeu. L'illusion du choix est l'un des pièges du pouvoir les plus anciens, les plus sophistiqués et les plus efficaces. Vous n'avez pas à forcer qui que ce soit à faire ce que vous voulez. Structurez simplement le scénario de telle sorte que, quel que soit le choix de l'autre personne, il mène exactement là où vous l'aviez prévu. Machiavel savait que cela fonctionnait, car les êtres humains ont un besoin pathologique de croire qu'ils ont le contrôle, qu'ils font des choix, qu'ils sont maîtres de leur propre volonté. Et en proposant des options soigneusement conçues, vous donnez ce sentiment à l'autre, alors qu'en pratique, vous dirigez ses actions comme un marionnettiste dirige ses marionnettes. L'analogie est tranchante comme une lame. Imaginez le taureau, entouré des cornes du matador. Il regarde à gauche, hérissé. Il regarde à droite, hérissé. Il court en avant, hérissé. Quel que soit son coup, il est piégé dans un jeu déjà joué, avant même qu'il ne s'en rende compte. Mais attention, comme tout piège, celui-ci doit être bien dissimulé. Si l'autre personne réalise que vous contrôlez ses options, le jeu est brisé, l'illusion est brisée et la confiance est rompue. Et alors, ce qui était autrefois la domination se transforme en rébellion. Alors, montrez l'exemple, mais montrez l'exemple avec le sourire. Laissez l'autre personne croire que la décision lui appartient, alors qu'en fait, elle a toujours été la vôtre. Et si le contrôle des choix façonne le comportement, la 32e loi atteint un niveau de contrôle humain encore plus profond et infiniment plus puissant. Réveillez les fantasmes. Car, au fond, personne ne veut la vérité. La vérité nue, brûlante.
brute, directe, est presque toujours insupportable. Les êtres humains ne veulent pas affronter le vide, le chaos, la dureté de l'existence. Ils veulent des histoires. Ils veulent de la magie. Ils veulent de l'illusion. Ils veulent croire qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende la monotonie de la réalité. Machiavel savait que celui qui domine l'imaginaire domine le monde. Car lorsqu'on devient source de rêves, d'espoir, de désirs cachés, on devient indispensable. On devient une sorte de refuge psychologique, une oasis dans le désert de la médiocrité, de la monotonie et de la souffrance. La métaphore est sublime. Imaginez la lune. Elle n'est jamais à portée de main. Elle n'est jamais pleinement visible. Elle est en perpétuel changement, toujours lointaine, toujours inaccessible, et, précisément pour cette raison, toujours désirée, toujours contemplée, toujours vénérée. C'est la clé de la séduction sociale. Ne soyez jamais trop évident. Ne soyez jamais trop disponible. Ne dévoilez jamais tout. Nourrissez l'imagination. Offrez des indices, jamais de réponse complète. Soyez comme le mirage dans le désert, si réel que personne n'ose se demander s'il est vrai ou illusoire. Mais, comme toute magie, ce fantasme a aussi son équilibre. S'il est perçu comme trop faux, trop creux, comme un tour mal joué, il se brise. Et, avec lui, son influence s'effondre. Alors, nourrissez le fantasme. Mais faites-le avec maîtrise, élégance, intelligence. Car celui qui contrôle le rêve, contrôle le rêveur. Derrière chaque forteresse, chaque posture, chaque masque social, se cache une faille, un point sensible, une brèche qui, une fois découverte, devient la clé d'un contrôle absolu. Et c'est précisément ce que révèle la 33e loi, avec une clarté presque cruelle. Découvrir le point faible de chacun. Car aussi puissant, influent, imposant que puisse paraître quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui l'affaiblit. Il peut s'agir d'une vieille insécurité, d'une peur inavouable, d'une vanité dissimulée, d'une obsession cachée, voire d'un besoin émotionnel si profond qu'il devient pure cécité. Machiavel savait que le jeu du pouvoir ne repose pas sur la force physique. Il ne s'agit pas de crier plus fort, ni de s'attirer des alliés. C'est avant tout un jeu psychologique. Quiconque découvre la faiblesse invisible de l'autre n'a pas besoin de force. Il lui suffit d'appuyer, au bon moment, à l'endroit précis. La métaphore est juste. Imaginez un château apparemment impénétrable. Les murs sont hauts, les portes renforcées, les soldats nombreux. Mais il y a un endroit sur le mur où la pierre est fissurée, où le ciment a cédé. C'est là, et seulement là, qu'il faut concentrer son attaque. Un coup bien porté à cet endroit peut abattre le château tout entier, sans avoir à déplacer une arme. Mais attention, trouver ce point demande plus que de l'observation. Cela exige une écoute attentive, la lecture des signaux non exprimés, des gestes inconscients, des contradictions subtiles et, bien sûr, de la patience. Car certains points faibles sont si profondément enfouis qu'ils n'apparaissent que lorsqu'on suscite des émotions, qu'on provoque, qu'on crée un malaise, qu'on force l'autre à en révéler plus qu'il ne le souhaite. Mais une fois découvert, vous avez entre les mains la corde qui mène tout le monde. Et oui, c'est là que réside le danger. Trop insister peut mener à des effondrements imprévisibles. La fragilité, lorsqu'on la touche sans habileté, peut mener à la fuite, à l'effondrement, voire à une agression désespérée. Alors, insistez, mais avec maîtrise. Et si trouver la faiblesse signifie dominer les autres, la 34e loi nous montre que, souvent, le chemin le plus court vers le pouvoir passe par la perception. Agir comme un roi, pour être traité comme tel. Car, au bout du compte, on ne traite pas les autres selon ce qu'ils sont. On les traite selon ce qu'ils paraissent. Le monde est profondément sensible aux apparences, aux signes subtils de statut, de valeur, d'importance. Et ceux qui se comportent comme des gens ordinaires, qui se présentent comme banals, qui acceptent d'être perçus comme une personne comme les autres, finissent par être traités exactement de la même manière. Machiavel savait que le respect ne s'accorde pas. Il s'exige, il se provoque, il s'impose, mais pas par la force brute, ni par une menace explicite, mais par la posture, par le langage corporel, par la façon dont on se positionne, dont on occupe l'espace, dont on regarde, dont on parle, dont on bouge. L'image est absolument claire. Imaginez la couronne.
ce n'est pas qu'un ornement, c'est un symbole. Elle communique, sans mots, que celui qui la porte n'est pas comme les autres. Et, même si cette couronne est invisible, elle doit être présente dans votre comportement, dans le ton de votre voix, dans votre regard. Car celui qui ne se comporte pas comme un roi ne sera jamais traité comme tel. Bien sûr, il y a un risque. Si votre attitude royale se transforme en arrogance, en mépris affiché, elle cesse de susciter le respect et commence à générer haine, envie et désir de destruction. C'est pourquoi la véritable royauté est un élégant mélange de distance et de bienveillance, d'autorité et d'approche calculée, de quelqu'un qui se sait supérieur, sans jamais avoir à le dire à voix haute. Et si se comporter comme un roi engendre le respect, la 35e loi vous offre l'une des armes de pouvoir les plus subtiles et les plus meurtrières. Maîtrisez l'art de reconnaître le bon moment. Car dans le jeu social, faire la bonne chose, au mauvais moment, équivaut à commettre une erreur. Le temps est maître du destin. Et ceux qui n'apprennent pas à le respecter, qui n'apprennent pas à attendre, à observer, à lire les signes, finissent par agir trop tôt et échouer, ou trop tard, et se faire dépasser par les actions des autres. Machiavel avait compris que le jeu du pouvoir n'appartient ni aux anxieux, ni aux pressés, ni aux impulsifs. Il appartient aux patients, à ceux qui savent attendre, à ceux qui savent paraître lents, alors qu'en réalité, ils ne font qu'accumuler force, information, alliés, influence. L'image est superbe. Pensez au faucon. De là-haut, il observe, silencieux, calmement, immobile, tandis que sa proie, en bas, se croit libre, protégé, oublié. Et puis, au moment précis, le faucon plonge, rapide, mortel et précis, car celui qui contrôle le temps contrôle la chasse. Mais bien sûr, maîtriser le temps ne se résume pas à attendre. Il s'agit aussi de savoir quand la fenêtre d'opportunité est sur le point de se refermer. Le moment d'agir est une question de temps, ou jamais. C'est pourquoi le véritable maître du temps n'est pas seulement patient. Il est aussi féroce, lorsqu'il comprend que le moment est venu. Et si le temps est votre arme invisible, la 36e loi vous enseigne quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Méprisez ce que vous ne pouvez pas avoir. Car prêter attention à un problème mineur, à un ennemi insignifiant, à une provocation sans importance, c'est leur donner plus de pouvoir qu'ils ne le méritent. Le simple fait de reconnaître un problème, de s'en soucier, de réagir, est, en soi, une façon de valider son existence. Et, souvent, c'est exactement ce que l'ennemi souhaite, que vous soyez importuné, que vous vous ravaliez à son niveau, que vous vous épuisez à mener des batailles qui n'ont jamais mérité votre énergie. Machiavel savait que, dans le jeu du pouvoir, ignorer est une forme de meurtre symbolique. C'est comme si, en ne réagissant pas, on disait au monde « ceci n'est pas assez pertinent pour exister dans ma réalité ». La métaphore est ici douloureusement claire. Imaginez une petite plaie. Elle démange, elle gêne. Et vous, irrité, commencez à la toucher, à la gratter, à la piquer, à essayer de la guérir. Et plus vous la touchez, plus elle empire. L'inflammation s'amplifie, se propage, devient un problème infiniment plus grave qu'il ne devrait l'être. Alors qu'en réalité, si vous l'aviez simplement ignorée, laissé votre corps s'en occuper naturellement, elle aurait disparu d'elle-même. Bien sûr, ignorer requiert une force intérieure que peu possèdent, car l'ego blessé veut réagir. Il veut répondre. Il veut montrer qu'il n'accepte pas d'être mis au défi, qu'il n'accepte pas d'être provoqué. Mais le machiavélisme enseigne. Résister à la tentation de répondre est souvent la réponse la plus puissante, car ceux qui vous ignorent vous dominent. Et ceux que vous ignorez cessent tout simplement d'exister dans votre jeu. Il existe un principe invisible, mais terriblement puissant, que peu de gens comprennent dans le jeu du pouvoir. Les gens ne suivent pas les idées, ils suivent les images, les symboles, les récits visuels qui hypnotisent, fascinent, dominent leur imagination bien avant que la raison ne puisse réagir. Et c'est précisément ce dont parle la 37e loi, créer des spectacles attrayants. Car, dans un monde rempli de distractions, d'informations et de bruit, ceux qui ne comprennent pas l'art du spectacle disparaissent dans la foule, deviennent invisibles. Machiavel a magistralement compris que le pouvoir n'est pas seulement une question de stratégie silencieuse, de manipulation en coulisses,
c'est aussi un théâtre. Et, comme dans tout théâtre, le public ne se soucie ni des coulisses, ni des mécanismes. Il recherche l'enchantement, il recherche la magie. Il veut se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. La métaphore est ici grandiose. Imaginez la croix et le soleil, deux symboles qui, combinés, génèrent une aura de transcendance, de lumière, de pouvoir absolu. Et c'est exactement ce que fait le véritable stratège. Il construit des images, crée des rituels, propose des symboles. Chaque geste, chaque tenue, chaque décor, chaque apparition publique doit être pensé comme un élément d'un spectacle permanent, où vous êtes à la fois le scénariste, le metteur en scène, le protagoniste et, si vous êtes intelligent, le mythe lui-même en construction. Mais bien sûr, il y a un équilibre délicat à trouver. Le spectacle doit être convaincant. S'il paraît faux, forcé ou exagéré, il perd sa magie, sa force et devient caricatural. Maîtrisez donc l'esthétique, le rythme et le ton. Soyez discret si nécessaire. Soyez explosif si vous êtes stratégique. La clé est simple. Surprendre, envoûter, maîtriser la vision et le reste du corps et de l'esprit suivra. Et si l'esthétique domine l'extérieur, la 38e loi touche directement à la survie sociale. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. Car, aussi brillant que vous soyez, aussi avant-gardiste que soient vos idées, aussi novatrices que soient vos visions, les afficher ouvertement est souvent une condamnation à mort sociale. Les masses ne pardonnent pas à ceux qui semblent vouloir se placer au-dessus d'elles, ceux qui défient les coutumes, qui brisent les conventions, qui semblent dire, même subtilement, « Je suis différent de vous, je suis meilleur ». Machiavel savait que le génie, mal géré, se transforme en condamnation. Et que les plus grands stratèges de l'histoire ont appris à dissimuler leurs véritables intentions, leurs véritables idées, leurs véritables visions, derrière un masque de conformisme. L'image ici est frappante. Imaginez le mouton noir au milieu du troupeau. Le troupeau l'observe. Il ne sait pas s'il est à sa place ou non. Et, au premier signe de menace, il est isolé. Il est abandonné. Et, seul, il devient une proie facile pour les loups. Alors, gardez vos idées révolutionnaires pour les bons moments, pour les bons alliés, pour les espaces où elles peuvent être appliquées en toute sécurité. En public, souriez avec le troupeau, marchez avec le troupeau, parlez comme le troupeau. Et secrètement, tracez votre propre chemin, car être différent n'est pas un problème. Le problème, c'est de paraître différent avant d'être assez fort pour en assumer les conséquences. Et si le déguisement protège, la 39e loi vous offre une arme psychologique d'une précision chirurgicale. Agitez les eaux pour attirer les poissons. Voici l'une des plus grandes vérités du comportement humain, et l'une des plus inconfortables. La plupart des gens sont gouvernés, presque exclusivement, par leurs propres émotions. Et lorsqu'ils sont calmes, en sécurité, équilibrés, ils sont plus difficiles à manipuler, à diriger, à contrôler. Mais agitez vos émotions, provoquez-les, irritez-les, déstabilisez-les. Et soudain, la rationalité s'évanouit, le contrôle disparaît. Et il ne reste que les impulsions, les réactions, les erreurs, que vous, le stratège, pouvez exploiter magistralement. Machiavel avait compris que la colère, l'amour-propre blessé, l'orgueil exacerbé, la peur, l'insécurité, sont des outils de contrôle infiniment plus puissants que tout discours logique, que tout argument rationnel. La métaphore est ici impeccable. Imaginez un aquarium. L'eau est claire, calme, et les poissons sont au fond, en sécurité, protégés, invisibles. Mais remuez l'eau, créez du mouvement, jetez une pierre, et, instantanément, ils remontent à la surface, désorientés, affamés, désespérés. Et, à cet instant précis, tout appât semble irrésistible. Tous les pièges fonctionnent. Bien sûr, comme toute arme, celle-ci requiert de la maîtrise. Trop d'agitation peut engendrer le chaos. Elle peut provoquer des crises incontrôlables. Elle peut retourner la panique contre vous. Alors, maîtrisez l'inconfort. Créez le degré d'instabilité exact qui fera perdre l'équilibre à l'autre personne, mais pas au point de détruire le jeu lui-même. Et si déstabiliser les autres est un moyen de prendre le contrôle, la 40e loi vous donne un avertissement que beaucoup ignorent et le payent cher. Méprisez tout ce qui est gratuit.
Ici, la logique est simple, brutale, machiavélique. Tout ce qui est offert gratuitement, sans prix, cache un piège. Ce pourrait être du poison, ce pourrait être une dette invisible, ce pourrait être un lien de dépendance déguisé en générosité, ou, à tout le moins, cela ne vaut pas autant qu'il n'y paraît. Machiavel savait que ce qui a de la valeur exige des sacrifices, et qu'accepter quelque chose de gratuit non seulement contamine votre perception de cet objet, de cette opportunité, de cette relation, mais vous place souvent dans une position de dette, de soumission et de vulnérabilité. L'image ici est puissante. Imaginez une rivière, en coulant, en circulant, en débordant. Elle génère vie, abondance et richesse. Mais si quelqu'un tente de construire un barrage, s'il tente de l'endiguer, s'il tente d'arrêter son cours, l'eau pourrit, la vie disparaît, et il ne reste que maladie, épidémie et misère. Par conséquent, dans le jeu du pouvoir, n'acceptez pas d'aumône, n'acceptez pas de cadeaux déguisés, et, plus encore, apprenez à être généreux stratégiquement. Car l'argent qui circule, la valeur qui se déplace, non seulement construit votre image de grandeur, d'abondance, de force, mais crée aussi des dettes invisibles chez les gens. Des dettes que vous pouvez recouvrer, quand et comme vous le souhaitez. Car, au final, celui qui donne, domine, et celui qui reçoit, se soumet. Dans le jeu du pouvoir, il existe une ombre aussi étouffante que n'importe quel adversaire, l'ombre de son prédécesseur. Et c'est précisément ce que révèle la 41e loi. Évitez de suivre les traces d'un grand homme, car ce qui vient en premier paraît toujours plus authentique, plus original, plus grandiose. Et celui qui vient après, aussi brillant soit-il, sera inévitablement comparé, jugé et, presque toujours, perçu comme une pâle copie, une ombre, un lointain écho de ce qui a existé. Machiavel savait que vivre dans l'ombre d'un héritage, c'est vivre enchaîné, car le passé a un pouvoir d'emprisonnement invisible mais brutal. Il impose attente, limite et comparaison constante. La métaphore est puissante. Imaginez un père gigantesque, aux bras si longs que son ombre recouvre tout le chemin. Quiconque tente de suivre exactement le même chemin marche dans l'obscurité. Il ne sera jamais pleinement perçu. Il ne sera jamais reconnu comme authentique. La stratégie est donc claire. Rompre, couper, rompre le schéma, dévier du chemin déjà emprunté, créer une nouvelle route, une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle histoire. Car ce n'est qu'alors que vous vous libérerez de l'ombre qui tue lentement toute possibilité de grandeur. Bien sûr, il y a là une dimension machiavélique. Dans certains cas, il peut être utile, temporairement, de s'associer à l'héritage de son prédécesseur, d'utiliser son image, son pouvoir symbolique, son prestige pour accélérer son ascension. Mais soyons clairs, il s'agit d'un tremplin, pas d'un foyer. Le véritable stratège sait que sa gloire ne s'hérite pas, elle se construit. Et pour cela, il est nécessaire de tuer symboliquement son père et de s'emparer de son propre trône. Et si l'ombre du prédécesseur étouffe, un autre danger, encore plus insidieux, surgit. Ignorer la véritable source des problèmes. La 42e loi est d'une clarté brutale. Attaquer le berger, et les brebis se dispersent. Car dans la plupart des situations, les problèmes, les émeutes, les rébellions, les contestations ne surgissent pas spontanément. Ils naissent, presque toujours, de l'influence d'une seule personne, un agitateur, un empoisonneur d'esprit. Un petit leader informel, caché dans l'ombre, mais qui fait bouger les choses, incite les autres, sème la discorde. Machiavel savait qu'attaquer les pions est inutile. C'est une perte de temps. C'est comme essayer de tuer un serpent en lui coupant la queue. Le poison est dans la tête. Et tant que la tête reste, le problème réapparaît. La métaphore est juste. Imaginez un troupeau de moutons. Tant que le berger est présent, guidant, contrôlant, influençant, le troupeau reste uni, cohésif, obéissant. Mais si vous renversez le berger, le troupeau panique. Il se disperse. Il perd le cap. Et dans cet état de confusion, il est infiniment plus facile de le capturer, de le contrôler, de le dominer. Alors, dans le jeu du pouvoir, apprenez à voir au-delà des apparences. Découvrez qui agit réellement en coulisses, qui maintient les autres ensemble, résistant et résilient. Puis, attaquez-vous à ce noyau.
Éliminez la source, et tout le reste s'effondrera sous l'effet de la gravité. Bien sûr, il y a un risque. Si le pasteur que vous attaquez est plus puissant, plus retranché ou plus rusé que vous ne l'aviez prévu, la tentative se retournera contre vous. Alors étudiez, mesurez, et n'attaquez que lorsque la victoire est absolument certaine. Et si attaquer le leadership invisible est une tactique de guerre, la 43e loi vous offre une stratégie de séduction permanente. Gagnez les cœurs et les esprits. Car le contrôle par la force, l'intimidation, les menaces, est toujours instable. Il engendre toujours résistance, haine voilée et désir de vengeance. Le contrôle émotionnel, en revanche, celui qui touche au désir, à l'affection, à l'admiration et à l'enchantement, est bien plus puissant, bien plus durable, car celui que vous conquérez intérieurement ne se contente pas de vous obéir. Il vous suit, il vous défend, il vous protège, il vous idolâtre. Machiavel avait compris que les guerres les plus importantes ne se déroulent ni sur le terrain, ni sur les marchés, ni devant les tribunaux. Elles se déroulent dans les têtes et les cœurs, car quiconque occupe ce territoire invisible domine tout ce qui est visible. La métaphore est ici chirurgicale. Imaginez une porte fermée, protégée par des murs, des serrures, des chaînes. Vous pouvez essayer de la briser, la forcer, mais cela génère du bruit, cela génère de l'usure, cela génère de la résistance. Ou vous pouvez trouver la clé et l'ouvrir d'un simple tour de poignet, sans effort, sans bruit, sans résistance. Par conséquent, dans le jeu du pouvoir, apprenez à parler non pas aux oreilles, mais aux émotions, aux vanités, aux désirs cachés, aux peurs secrètes. Comprenez ce que l'autre désire, plus que tout au monde, et offrez-lui exactement cela. Et alors, avant même qu'il ne s'en rende compte, il sera entièrement sous votre contrôle. Bien sûr, il y a une exception. Si l'autre se rend compte qu'il est séduit, manipulé, charmé de manière calculée, le jeu est rompu. Par conséquent, la séduction doit être authentique dans la forme, même si elle ne l'est pas dans l'intention. Et si gagner les cœurs est un art, la 44e loi vous donne une arme à la fois bouclier et lame, désarmée et exaspérée par l'effet miroir. Voici l'une des techniques de manipulation les plus déconcertantes. L'être humain a un ego si enflammé, si sensible, si fragile, que lorsqu'il se voit reflété, lorsqu'il prend conscience de ses propres actions, de ses propres défauts, de ses propres agressions, il perd le contrôle, car, inconsciemment, il ne sait pas comment gérer son image brute et nue qui lui est renvoyée. Machiavel savait qu'en imitant le comportement d'autrui, qu'il s'agisse d'agressivité, de froideur, de gentillesse ou même de stupidité, on génère un malaise si profond et inattendu que l'autre se retrouve désarmé, déconcerté, perdu, parce qu'il s'attend à ce que vous réagissiez différemment, que vous combattiez, que vous fuyiez, que vous vous soumettiez. Mais à la simple réflexion, il perd ses repères. La métaphore est ici mythique. Imaginez le bouclier de Persée, poli comme un miroir. C'est ainsi qu'il a vaincu Méduse, non pas en la regardant directement, mais en utilisant son reflet. Car lorsque Méduse s'est vue, elle a été paralysée, et à cet instant, elle a été vaincue. Voilà comment fonctionne l'effet miroir. Utilisez-le pour neutraliser les attaques, déstabiliser les ennemis, démanteler les accusations. Et surtout, déconcerter ceux qui croient avoir le contrôle. Mais, bien sûr, comme toute arme de précision, il exige de la prudence. Utilisé maladroitement, il peut avoir l'effet inverse. Il peut entraîner une escalade des conflits. Il peut transformer de petits désaccords en guerres ouvertes. Alors, utilisez-le avec brio, avec élégance, avec une précision chirurgicale. Il existe une erreur subtile, et pourtant dévastatrice, que beaucoup commettent lorsqu'ils tentent de prendre le contrôle d'une situation. Tout changer, trop vite. Et c'est précisément contre cela que la 45e loi nous met en garde avec une précision machiavélique. Prêcher la nécessité du changement, mais ne jamais trop bousculer les structures. Car, aussi beau, attrayant et séduisant que puisse paraître le discours sur l'innovation, la révolution et la transformation, la dure vérité est que les êtres humains sont, par essence, des créatures d'habitude, et tout ce qui menace les rituels, les coutumes et les certitudes engendre la résistance, génère la peur, génère le sabotage.
Machiavel avait compris que le véritable stratège n'est pas celui qui débarque et détruit tout. Il est celui qui semble respecter l'existant, honorer les coutumes, valoriser les traditions, tandis que, dans les coulisses, lentement, silencieusement, il façonne la réalité selon ses propres intérêts. La métaphore est brutale. Imaginez un chat. C'est une créature d'habitude. Déplacer sa gamelle, son panier, ses objets, et il devient agressif, méfiant, anxieux. Il en va de même pour les masses, les institutions, les entreprises, toute structure sociale. Changez tout en même temps, et vous provoquez la panique, le chaos, la rébellion. Dans le jeu du pouvoir, la clé est simple. S'habiller aux couleurs du passé, tout en construisant l'avenir. Faire croire aux gens qu'ils préservent leurs traditions, alors qu'en réalité, ils sont conduits vers un nouvel ordre, que vous contrôlez. Bien sûr, il y a un risque. En période de stagnation, de crise, de désespoir collectif, la soif de changement devient si intense que tout appel au conservatisme devient faiblesse. C'est pourquoi le maître du jeu doit décrypter l'esprit du temps et ensuite décider s'il incarne le réformateur lent ou le révolutionnaire absolu. Et si l'équilibre entre changement et tradition est essentiel, la 46e loi nous enseigne l'un des principes les plus ignorés et les plus mortels du jeu social. Ne jamais paraître trop parfait, car la perfection, aussi admirable soit-elle à première vue, a un effet secondaire invisible, mais mortel. Elle engendre l'envie, elle engendre le ressentiment, elle engendre un désir de destruction. Car, au fond, rien n'irrite plus les êtres humains que de vivre avec quelqu'un qui semble inaccessible, imbattable, impeccable. Machiavel savait que l'envie est le poison silencieux qui détruit plus d'empires que n'importe quel ennemi extérieur. Ainsi, le véritable stratège apprend, dès son plus jeune âge, à afficher des imperfections calculées, de petits défauts inoffensifs, de petites vulnérabilités stratégiquement mises en scène, parce que cela humanise, cela apaise, cela réduit les tensions, cela incite les autres à baisser leur garde, à ressentir de l'empathie, à se sentir à l'aise, alors qu'en réalité, ils restent totalement sous votre contrôle. L'image ici est éloquente. Imaginez un jardin, magnifique, impeccable, rempli de fleurs symétriques, parfaitement alignées. Mais, au milieu, quelques mauvaises herbes, discrètement, stratégiquement laissées là. Car, sans elles, le jardin paraîtrait artificiel, aseptisé, effrayant. Et cela, en soi, serait une raison suffisante pour que chacun veuille le détruire. Par conséquent, dans le jeu du pouvoir, ne montrez jamais seulement votre lumière. Montrez, de temps à autre, une ombre, un défaut, une petite erreur, une faiblesse contrôlée. Car si vous semblez trop divin, vous serez crucifié. Si vous semblez suffisamment humain, vous serez suivi, vénéré, obéi. Et si la perfection entraîne sa propre chute, la 47e loi nous apporte un avertissement sans équivoque. Ne dépassez pas l'objectif fixé. Dans la victoire, apprenez à vous arrêter, car c'est là que réside l'un des plus grands pièges du succès. Le succès, mal géré, se transforme en arrogance. La victoire, mal maîtrisée au bon moment, se transforme en orgueil. Et l'orgueil sème silencieusement sa propre chute. Machiavel a vu cela à maintes reprises dans l'histoire. Rois, généraux, hommes d'affaires, dirigeants, grisés par leur propre gloire, ne savaient pas s'arrêter. Et, faute de savoir, ils repoussaient leurs limites. Ils accumulaient plus d'ennemis qu'ils ne pouvaient en vaincre. Ils prenaient plus de risques qu'ils ne pouvaient en contrôler. Et, inévitablement, ils tombaient. La métaphore est incontournable. Pensez à Icare. Lorsqu'il s'échappa du labyrinthe, volant sur ses ailes de cire, il ne se contenta pas d'atteindre sa destination. Il en voulait plus. Il grimpa, 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 si haut que le soleil fit fondre ses ailes, et il s'effondra, courant vers sa propre destruction. Par conséquent, dans le jeu du pouvoir, apprenez à contrôler non seulement vos ennemis, mais surtout vos propres impulsions. Sachez qu'en reculer, vous repliez, consolidez, car continuer à attaquer, après la victoire, c'est inviter l'univers à vous détruire. La véritable gloire appartient à ceux qui savent s'arrêter au bon moment. Et enfin, nous arrivons à la 48e loi, et peut-être la plus puissante, la plus sophistiquée,
la plus transcendante de toutes. Évitez d'avoir une forme définie, car dès l'instant où vous vous cristallisez, dès l'instant où vous assumez une identité fixe, dès l'instant où vous vous laissez étiqueter, classer, déchiffrer, vous devenez vulnérable, vous devenez prévisible, vous devenez attaquable. Machiavel savait que le véritable pouvoir appartient à l'amorphe, à ceux qui coulent, à ceux qui transforment, à ceux qui, comme l'eau, prennent la forme de n'importe quel contenant, sans jamais perdre leur essence. L'image ici est sublime. Pensez à Mercure, le dieu des voleurs, des marchands, des voyageurs, volatile, fluide, imprévisible. Le jour même de sa naissance, Mercure inventa la lyre et vola le bétail d'Apollon. Son pouvoir résidait précisément dans sa capacité à être tout et à n'être rien, à apparaître et disparaître, à s'adapter et, en même temps, à dominer tout environnement. Alors, dans le jeu du pouvoir, ne vous laissez pas définir, ne vous laissez pas déchiffrer, ne laissez personne savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous allez. Soyez imprévisible, soyez changeant, soyez à la fois la tempête et le refuge, le feu et l'eau, la lumière et l'ombre, car au final, ceux qui n'ont pas de forme ne peuvent être saisis, ceux qui ne peuvent être saisis ne peuvent être détruits, et ceux qui ne peuvent être détruits deviennent tout simplement invincibles. Et maintenant que vous connaissez les 48 lois du pouvoir, peut-être que quelque chose en vous a changé. Peut-être, avec le recul, réalisez-vous combien de fois vous avez été manipulé, sans même vous en rendre compte. Combien de fois vous avez cru avoir le choix, alors qu'en réalité, quelqu'un, en coulisses, contrôlait vos options. Combien de fois vous avez cru conquérir, alors qu'en réalité, vous n'étiez qu'une pièce sur l'échiquier de quelqu'un de plus habile. Et, si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être réalisez-vous que, plus d'une fois, vous avez joué à ce jeu, même sans en être pleinement conscient. Ce que les 48 lois vous révèlent n'est pas seulement un manuel de manipulation, c'est un miroir cruel, un reflet de la nature humaine, dénué de romantisme, d'illusion et de masques. Elle montre que derrière chaque sourire, il peut y avoir une lame cachée, derrière chaque geste généreux, une dette invisible, et qu'au final, la lutte pour le pouvoir n'est pas facultative, elle est inévitable, elle est présente partout, en politique, en affaires, dans les relations, en amitié, en amour, en famille, partout où il y a deux êtres humains. Il y a un jeu silencieux d'influence, de contrôle et de domination. La grande question n'est pas de savoir si vous voulez jouer. La question est de savoir si vous acceptez d'être manipulé, car dès lors que vous refusez de comprendre les règles du jeu, vous ne devenez pas quelqu'un de plus éthique, de plus pur, de plus élevé. Vous devenez simplement une proie, une cible, un appât, un outil pour ceux qui savent jouer. Machiavel, si je pouvais te murmurer quelque chose à l'oreille, je te dirais exactement ceci. Le pouvoir ne corrompt pas. Il ne fait que révéler. Il révèle qui tu es quand personne d'autre ne peut te dire non. Il révèle de quoi tu es capable, quand tu comprends que le monde, au fond, est une jungle, et que dans la jungle, ceux qui ne chassent pas sont chassés. La question n'est donc pas de savoir si ces lois sont justes ou injustes, bonnes ou mauvaises, éthiques ou immorales. La question est bien plus brutale, bien plus intime, bien plus inconfortable. Les utiliserez-vous ou en serez-vous la victime? Car au final, ma chère, il n'y a pas de neutralité dans le jeu du pouvoir. Soit on joue, soit on se fait avoir.